Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence sur la thématique former à de nouveaux métiers et compétences au sein des filières stratégiques de notre région. Le contexte de cette conférence, vous le connaissez tous vu que vous êtes présents avec nous aujourd'hui, mais on a une série de transitions écologiques, environnementales, énergétiques qui viennent clairement impacter l'économie régionale. On a une évolution des procédés, des méthodes au sein des entreprises qui est assez conséquente aujourd'hui. Et cette évolution au sein du monde économique va forcément avoir un impact sur les sujets des emplois et des compétences. Ça va être un impact en termes de besoins recherchés, du nombre de personnes qui vont être recherchées, une évolution des métiers recherchés, des compétences recherchées qui va être assez massive dans les années à venir. L'idée, c'est de voir ensemble justement comment, au vu de cette évolution assez générale de notre écosystème économique, le monde de l'emploi et de la formation s'adapte pour venir répondre à ces besoins des acteurs économiques en région. Pour cela, on va partir d'exemples assez concrets de notre territoire régional et assez emblématiques. On va parler décarbonation de l'industrie, notamment à Dunkerque. On va parler nucléaire. Et comment, au-delà de former des jeunes à ces métiers d'avenir, on travaille aussi à l'évolution des compétences, la reconversion des personnes avec cette évolution de l'économie régionale. Pour commencer, on va s'intéresser justement à ce contexte. J'en ai dit un tout petit mot, mais on voit donc que notre économie bouge. Ça fait déjà quelques années que c'est le cas. Ça va se renforcer fortement dans les années à venir. Les besoins évoluent. Et pour ça, j'aimerais commencer par vous interroger, Marie Gressier et Grégory Butel, partir d'un exemple très concret dont je pense beaucoup de monde a entendu parler, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le Dunkerquois. Comment l'écosystème économique dunkerquois évolue et comment vous voyez les choses au sein de l'université sur ce sujet. Tout d'abord, bonjour à tous. Rappeler en fait, c'est décidé, c'est un projet AMI-CMA, compétences et métiers d'avenir, autour de la décarbonation industrielle. Donc le contexte, il était assez évident, puisqu'on était sur le territoire notamment dunkerquois, avec une logique territoriale très forte sur la décarbonation industrielle. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le territoire dunkerquois notamment est émetteur de 25% de CO2 au niveau national. Donc c'est pas anodin. Et donc l'idée du projet C'est décidé, c'est de finalement être un petit peu, on va dire, le bras armé de la logique du volet de formation initiale et formation continue, et donc du développement d'actions de formation sur ces enjeux de décarbonation industrielle, donc du bac-3 au bac+8, et donc d'incorporer dans cette logique différents acteurs. Donc l'objectif, il était bien là de répondre à ces besoins des industries, les besoins aussi du territoire, pour apporter des actions de formation dédiées autour de la décarbonation industrielle, et donc à travers différents volets que Marie va présenter. Bonjour à tous. Donc pour compléter les propos de Grégory Butel, les domaines de formation C'est décidé, c'est deux grands axes. La décarbonation industrielle, pour s'adapter aux nouvelles compétences et nouveaux métiers dans l'industrie, et la transition écologique pour le développement soutenable, qui va être plutôt des notions, des grandes généralités et des notions sur tous les aspects de la transition écologique. Alors très simplement, sur la décarbonation industrielle, on s'organise autour de 6 axes de travail pour répondre aux métiers nécessaires dans les industries. Donc l'électrification, ça va être pour tous les métiers qui vont être concernés par remplacer les utilisations d'énergie fossile et les remplacer par l'électricité. L'optimisation des process, donc là on va être sur de la modernisation de process sur ligne de production, avec de la digitalisation, des logiques d'intelligence artificielle, etc. La récupération de chaleur, donc là ce sont des domaines vraiment de recherche et on va être sur des domaines assez pointus de recherche
puis de formation sur la récupération de chaleur. Donc c'est ce que vous connaissez par exemple sur les métiers liés au réseau de chaleur urbain, mais pas que. C'est comment les industries peuvent revaloriser les chaleurs qui sont émises dans leur production. La capture, l'utilisation et le stockage du carbone. Donc là, ça va vraiment être des techniques aussi de recherche et d'application sur comment on va capter le CO2, comment on va le transformer en autre chose qui sera beaucoup moins polluant. Les métiers autour des énergies renouvelables que vous connaissez, éoliennes et autres, et l'économie circulaire. Donc là, sur tout ce qui va être déchets provenant de la production industrielle. Merci beaucoup pour ces premiers éléments d'information. J'ai une question pour vous. Selon vous, quel est l'intérêt d'avoir adopté cette approche plus territoriale que filière et avoir en fait embarqué un ensemble de sujets assez divers de cette manière-là ? En fait, ça permet d'avoir vraiment une vision globale et transversale entre différents mondes, puisqu'on a les industries d'un côté, les entreprises qui ont des besoins et qui ont leur culture propre et leur process. Et à côté, on a le monde académique qui doit nécessairement s'adapter à ces besoins pour pouvoir coller au mieux aux attentes sur l'évolution de ces métiers et sur même l'émergence de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller au-delà d'ailleurs et essayer de s'adapter à ce qui va se présenter à ces entreprises dans les futures années. Et la sphère institutionnelle, donc la communauté urbaine de Dunkerque, la CCI Hauts-de-France, le GIP Eura Énergie, eux, ils sont là pour appuyer, amener des ressources de connaissances, des études de terrain pour nous aider à cibler au mieux ces attentes. Parfait, merci beaucoup. Et peut-être vous nous avez cité un chiffre qui est quand même assez fort sur ces 25% de CO2 industriels produits sur le territoire, et donc l'enjeu qu'on a y travaillé chez vous. Est-ce que vous avez un chiffre aussi à nous donner sur justement les besoins en termes d'emploi que ça représente sur votre territoire, tous ces projets ? Alors, on a bien entendu souvent en tête les 20 000 emplois, puisque c'est un petit peu dans cette démarche aussi qu'on s'inscrit, c'est répondre aux besoins en compétences du territoire et du fameux carré magique, on pourra en reparler. Mais dans tous les cas, voilà, c'est véritablement les enjeux autour des gigafactories et de toutes les industries aussi qui vont évoluer vers la logique des transitions écologiques, vers la décarbonation. Donc c'est une estimation à hauteur de 20 000 emplois. Au début c'était 16 000, ça a augmenté. Voilà. On est dans une fourchette, mais l'objectif il est vraiment de répondre à ces besoins-là. Donc de former les salariés, les personnes aussi qui seront dans des transitions professionnelles, de donner des nouvelles opportunités. On voit que c'est quelque chose aujourd'hui qui est demandé quelque part. On reçoit du public qui est plutôt dans une logique de changer de voie pour se former à ces nouveaux métiers. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur le territoire. Et quand on parle de 20 000 emplois, c'est bien ça. C'est qu'il faut former les jeunes, mais aussi former les salariés et les demandeurs d'emploi également. Donc on est dans cet objectif-là. C'est ça, et du coup, il vaut mieux qu'il y ait tout le monde autour de la table en même temps pour bien se coordonner, pour être là et répondre à ce défi collectif qui est quand même assez massif sur votre territoire et plus globalement sur la région. Justement, l'idée, ce serait peut-être de s'intéresser à un bout de ces grands projets avec ce qui va se passer aussi sur le sujet du nucléaire. Donc Jean-Claude Quatennens, vous travaillez à l'Université des métiers du nucléaire. On sait qu'il y a des besoins assez importants qui arrivent, notamment, on a entendu parler des EPR2 de Gravelines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez repéré comme besoins, comme métiers spécifiques qui vont être recherchés, compétences particulières ? Alors peut-être une précision, l'Université des métiers du nucléaire n'est pas une université, mais c'est une association qui regroupe en fait l'ensemble de la filière nucléaire. Elle a été créée donc en 2021, c'est assez récent. Donc suite à la volonté de la relance de la filière nucléaire pour justement avoir une énergie bas carbone, c'est quand même quelque chose qui est en pleine transformation. Ça veut dire qu'on relance une filière qui n'avait plus construit de centrale depuis un certain nombre d'années. Et donc, il faut se mettre en ordre de bataille pour pouvoir répondre justement à ces enjeux. Parce que alors, les enjeux, c'est quoi ? Vous l'avez cité, EPR2, on est en plein débat public.
Objectif, donc, c'est de créer 6 tranches nucléaires en Normandie d'abord, et ensuite très vite sur Dunkerque, et puis ensuite 2 tranches également dans la région Rhône-Alpes. Donc vous avez là une slide qui représente l'ensemble de la filière nucléaire, 220 000 emplois, 3 200 entreprises. Sur le territoire des Hauts-de-France, c'est 200 entreprises, 7 000 emplois. Et on a eu des études qui montrent qu'au regard des besoins et de nos enjeux, on est entre 6 000 et 10 000 salariés dont nous avons besoin par an pendant 10 ans. Donc c'est un enjeu énorme, et donc d'où le fait qu'on s'est mis en ordre de bataille pour répondre à cela. Alors pour répondre à votre question sur les métiers, en fait, les métiers, on a des métiers divers et variés. Bien évidemment, il y aura la partie construction, donc on sera la partie TP, génie civil, etc., qui va monopoliser quand même un nombre important de personnes durant les 4-5 ans de la construction, si tout se passe bien, et ça dès 2026. Et sinon, au-delà de la partie, évolution et création de nouvelles centrales, on a surtout nos centrales existantes. Et il y a la continuité des centrales existantes. Si on prend par exemple Gravelines, aujourd'hui, c'est des programmes de maintenance extrêmement conséquents. Donc un programme au niveau national qui se décline dans toutes les régions, qui s'appelle le Grand Carénage, et qui nécessite, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 2000 salariés d'EDF qui interviennent au niveau de la centrale, et on a 2000 salariés qui interviennent au quotidien en tant qu'entreprise sous-traitante. Donc on a aussi des enjeux majeurs d'accompagner ces entreprises. Voilà pour des premiers éléments. Merci beaucoup pour ces éléments-là. Et peut-être pour rebondir aussi sur ce qu'a pu nous dire l'Université Littorale Côte d'Opale, comment vous voyez les choses justement sur cette dynamique territoriale, ces croisements qui peuvent exister? On a parlé des sujets maintenance, il y a aussi, par exemple, je suppose, les électrotechniciens qui vont être recherchés dans pas mal de projets différents. Comment s'assurer collectivement qu'on ait assez de monde? On a la chance, je pense, sur le territoire des Hauts-de-France, de travailler collectivement. Et ça, c'est quand même extrêmement important, que ce soit conseil régional, que ce soit le monde économique dont on a parlé, que ce soit le territoire, bien évidemment, de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc tous les acteurs, parce que c'est certain, et vous avez raison, si on identifie uniquement les besoins de techniciens en maintenance, par exemple, rien n'est spécifique par rapport au nucléaire. Et là, peut-être c'est un complément qui est nécessaire d'apporter pour comprendre quel est le rôle d'un technicien maintenance dans la filière nucléaire. Mais le technicien maintenance, il est pour l'ensemble des entreprises. D'où le fait, il est extrêmement important de travailler avec l'ensemble de ces entreprises qui ont des besoins, d'identifier. Et voilà, c'est un vrai boulot de travail collectif. Merci beaucoup. Et je pense que aussi, du coup, sur cet enjeu-là, d'avoir assez de monde pour répondre à ces besoins, il ne faut pas aller chercher que des jeunes. On va avoir besoin aussi de reconversion de salariés, peut-être aussi sur des domaines qui sont sur le déclin et qui pourraient être intéressés par ces métiers d'avenir. Stéphane Guénézan, vous représentez Transition Pro. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses depuis votre structure? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, tout a été dit, en tout cas en termes de contexte. Les salariés sont pour 64% d'entre eux, quand ils sont interrogés sur la question de la vision de leur carrière. 64% d'entre eux aujourd'hui, selon une source AEF de 2023, évoquent l'intérêt, le projet à moyen terme de changer de métier. Donc la volonté de bouger, de changement, l'intégration des évolutions de technologie, de secteurs et les transitions, les grandes transitions qu'on évoque aujourd'hui sont aujourd'hui totalement intégrées par les salariés. Il y a une vraie aspiration. Transition Pro a pour vocation, en remplacement du fonds GESIF depuis 2020, à financer la reconversion des salariés et évidemment à outiller les projets des salariés pour pouvoir répondre aux grands enjeux et aux grandes transitions qu'on rencontre aujourd'hui, y compris, et ça a été dit également, dans le contexte démographique qui est le nôtre. On voit que l'apprentissage commence à diminuer. Là, un certain nombre de secteurs annoncent que les résultats 2023 sont déjà un peu en retrait. Pas de surprise, c'est la démographie. On sait que les jeunes diminuent en effectif et que dans les années qui viennent, ils seront un peu moins nombreux. Le chômage est stable en effectif, même s'il remonte un petit peu.
Et donc, du coup, la question des salariés devient une ressource et une réponse qui ne s'oppose pas, évidemment, à la question des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ni à la nécessité de travailler à l'intégration et l'insertion des demandeurs d'emploi. Mais en tout état de cause, les salariés deviennent une ressource demain pour apporter des réponses dans les territoires. Et Transition Pro, dont la vocation est, encore une fois, d'accompagner la reconversion des salariés, a tout son rôle et toute son utilité pour pouvoir répondre à ces enjeux dans une dimension, ça a été évoqué, dans une dimension interprofessionnelle, la transversalité qui est évoquée dans tous les sujets de transition qu'on évoque, où il faut de l'informatique, de la technique métier, où il faut voilà, des savoir-être et des expertises métiers extrêmement spécifiques, ben, il faut aussi pouvoir les croiser avec des approches différentes et nouvelles. Et le nucléaire a besoin d'informatique, a besoin de bâtiments, et la décarbonation a aussi des attentes spécifiques extrêmement techniques qui impliquent que les filières, les branches discutent entre elles. Et enfin, la compétence et les salariés aspirent à travailler en proximité. C'est aussi un enjeu de la transition sur le transport. Il est évident que les salariés ne peuvent pas, on ne peut pas envisager qu'ils fassent 100 km pour aller travailler journellement, sans impact sur l'environnement. Et donc Transition Pro est bien en territoire pour apporter des réponses sur mesure aux salariés, mais aussi depuis 2020, depuis 2021, aux entreprises à travers le dispositif des transitions collectives. Merci beaucoup pour ces premiers éléments qui nous donnent un bon panorama d'ensemble. J'aurais une question pour vous tous. Quand on parle de nouveaux besoins, de compétences recherchées, selon vous, est-ce qu'on est plutôt dans l'apparition de nouveaux métiers qui viennent révolutionner complètement notre écosystème, ou plus une évolution, coloration des métiers existants? Comment vous ressentez les choses ? Sur la vision interpro, si je peux répondre en premier, c'est à la fois les deux. Enfin, je crois que c'est très difficile il y a, en tout état de cause, autour de la gestion de la data et des enjeux de la data, une part très significative des métiers, quels qu'ils soient, sont amenés à évoluer. Mais ça reste évidemment, comme l'évoquait Jean-Claude Quatennens, des techniciens de maintenance. Bon, enfin, sachez qu'un facteur, aujourd'hui, de toute façon, il est géolocalisé, il a ce qu'on appelle un factéo, et qu'il gère de la data en permanence, y compris quand il fait du portage de repas, au-delà de la distribution de courrier. Quel est le métier aujourd'hui qui n'est pas réinterrogé par des questions d'intelligence artificielle et de data? Il y a des nouveaux métiers. Évidemment, quand on parle de l'écomobilité, quand on parle des fabricants de batteries embarquées, voilà bien des nouveaux métiers qui apparaissent dans un environnement extrêmement technique. J'imagine qu'autour des questions de décarbonation, il y a aussi des métiers très spécifiques. Voilà. Tous les métiers bougent et l'enjeu pour nous, c'est bien d'accompagner cette lisibilité, cette attractivité pour que l'ensemble des publics, jeunes, salariés, demandeurs d'emploi, aient la bonne visibilité des métiers et de la bonne visibilité des carrières, et qu'on fasse évoluer aussi, pour les acteurs de l'emploi-formation que nous sommes, un certain nombre de présupposés pour intégrer réellement qu'on peut faire plusieurs métiers et plusieurs vies au cours d'une même vie professionnelle, et que donc la transition est aujourd'hui quelque chose d'incontournable. La transition professionnelle aujourd'hui doit faire partie de la gestion de carrière. Juste pour compléter, mais ça va exactement dans le même sens, c'est vrai qu'on a des métiers qui ont des nouveaux métiers, mais des nouvelles pratiques aussi. Si on prend l'exemple notamment dans le domaine de la batterie des Gigafactories, c'est aujourd'hui travailler dans des salles blanches. On a justement la nécessité, qu'on ait une expérience industrielle ou non, de pouvoir aussi s'approprier finalement ces nouvelles compétences, ces nouvel environnement de travail. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau qui est mis aujourd'hui en termes de sujet aussi. Travailler dans des milieux aseptisés, sans poussière, sans rien, etc. Donc c'est des nouvelles pratiques aussi qui existent. Et ensuite, on a tout un
un temps aussi de coloration. On va se reposer aussi sur des compétences, la mise à jour aussi de certaines compétences, mais d'aller chercher finalement une forme de coloration sur une compétence en particulier qui va évoluer et impacter finalement les métiers. Dans des métiers très techniques liés à l'industrie, mais on l'évoquait aussi, c'est qu'à un moment donné, par exemple, un des métiers, un des secteurs les plus impactés par la décarbonation industrielle aujourd'hui, c'est le domaine des achats. Donc comment on vient aussi faire évoluer ces compétences en conservant bien entendu un noyau très dur de compétences acquises autour des achats industriels notamment, et puis venir justement apporter cette coloration supplémentaire autour des transitions et autour des impacts aussi économiques que l'on peut avoir, de l'image de l'entreprise de manière générale. Pas grand-chose à compléter, simplement, moi je partage tout à fait, et en effet c'est surtout de l'adaptation en fait des formations que nous devons faire, et le mot coloration, on est vraiment nous sur cette action-là. Très bien, merci beaucoup. Et justement, on va maintenant passer sur ce volet-là, des actions plus concrètes que vous mettez en place. Avant cela, est-ce que vous avez déjà des premières questions sur ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas. Donc, je vous propose qu'on passe directement à la partie justement de comment, au vu de ce constat, on vient concrètement adapter l'écosystème de formation pour répondre à ces besoins nombreux identifiés. Stéphane Guénézan, est-ce que vous pouvez nous dire, partir un peu d'exemples concrets sur ce que vous avez pu mettre en place en région Hauts-de-France pour accompagner ce mouvement ? Oui, alors peut-être rappeler que la formation professionnelle, c'est souvent un peu perdu de vue, mais que la formation professionnelle résulte du dialogue au niveau du dialogue social entre partenaires sociaux, et que dès le lendemain du Covid, l'ensemble des partenaires sociaux, donc les 3 organisations patronales et les 5 organisations syndicales, ont souhaité s'entendre sur un dispositif dit de transition collective pour justement, percevant l'enjeu des transformations importantes à accompagner dans le changement de métier et l'évolution des compétences, ont décidé d'adresser les entreprises dans une démarche collective. Et c'est bien en s'appropriant ce dispositif validé par les partenaires sociaux et financé par l'État depuis 2021 que nous avons pu nous mobiliser en réponse au sujet de l'électromobilité et accompagner l'entreprise Stellantis, alors avec d'autres, le conseil régional, les OPCO pour les demandeurs d'emploi ou pour l'apprentissage. Mais pour ce qui est des salariés, pouvoir accompagner Stellantis sur des métiers en déclin, des agents de fabrication de moteurs thermiques, pour les accompagner et aller travailler, comme le disait le collègue, en salle blanche, dans un environnement zéro poussière, où évidemment on n'est pas tout à fait dans le même type d'environnement que quand il s'agit de fabriquer des moteurs à 4 temps. Et donc concrètement, ça a supposé de notre part une mobilisation en agilité, en réactivité, en proximité, parce qu'évidemment on est à Douvrin, on n'est pas ailleurs dans la région Hauts-de-France, et que les salariés en question, là, cette reconversion subie, liée à la prochaine fermeture de l'usine, nécessité d'être accompagnés autour de l'émergence des projets individuels, notamment orientés vers ACC et la possibilité d'être reconvertis sur les métiers de la fabrication de batteries. C'est toute une démarche où il a fallu accompagner l'organisme de formation, l'AFPI, pour pouvoir créer, imaginer la réponse technique, formative, le plateau technique. Il a fallu ajuster les calendriers, il a fallu faire aussi un peu d'acrobatie administrative pour pouvoir engager des financements publics sur des formations qui n'existaient pas encore, puisque pareil, la formation elle n'était pas enregistrée au RNCP. Il a fallu obtenir un certain nombre d'aménagements, dérogations, la possibilité parfois de valider un financement alors que les salariés étaient déjà rentrés en formation. Cette adaptabilité, ce dialogue permanent avec les financeurs qu'on évoquait, ce travailler ensemble,
a permis et permet encore aujourd'hui. Là, il y a un groupe qui rentre d'une dizaine de salariés Stellantis qui rentre encore ce mois-ci en formation à l'AFPI pour continuer à accompagner la reconversion. Alors quand je dis accompagner, concrètement Transition Pro, c'est quoi? C'est le remboursement du salaire chargé à l'employeur dans le cadre d'une autorisation d'absence, et puis c'est le financement du coût pédagogique de la formation pour que le salarié continue à percevoir son salaire, reste en statut salarié, sous contrat de travail, et voit sa reconversion, son changement de métier totalement sécurisé. Il démissionne au terme de sa formation, qualification en poche, pour aller chez son nouvel employeur. Voilà. Et c'est systématiquement le mode de traitement que l'on mobilise, mais qui suppose de notre part, je l'ai dit, travailler avec les nouveaux opérateurs, les soutenir aussi pour... alors, pas nous tout seuls, avec la collectivité, avec l'État, pour que les plateaux techniques et l'offre de formation évoluée soient développés et soient aussi expérimentés. Parfois, on se trompe, on corrige. Ça suppose aussi d'intégrer des nouvelles pratiques pédagogiques et formatives. On a financé de la formation en situation de travail, ce qui n'était pas nécessairement une pratique pour un financeur de formation professionnelle comme nous, très, très habituel. Et puis encore une fois, d'être au service des salariés, au service de l'entreprise, dans son propre calendrier. Et quand on intervient dans un secteur, dans d'autres secteurs, la fibre optique, on a fini de fabriquer le réseau de fibre optique dans notre pays, et il y a un certain nombre de professionnels de la fibre optique qui nous semblaient très modernes hier, qui le sont un peu moins aujourd'hui, et qui doivent se reconvertir. Et on accompagne aussi ce secteur, ou quand il s'agit d'accompagner les fabricants du verre qui sont sur le gaz et qui basculent sur de l'énergie hydrogène. Voilà, c'est aussi d'autres exemples que Transition Pro accompagne. Merci beaucoup pour ces éléments. Et effectivement, avec le sujet reconversion, vous êtes au cœur de toutes ces évolutions en région. Pour parler d'un autre exemple très concret, Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la feuille de route que vous avez pu mettre en place au niveau du nucléaire? On a notamment parlé coloration tout à l'heure. C'est un axe que vous avez fortement investi. Oui. Et donc, vous allez avoir donc déjà le plan d'action. Pardon. Voilà. En effet, vous avez vu donc que les enjeux sont quand même extrêmement importants donc, pour les volumes de recrutement que nous avons à faire. Donc, au niveau national, il a été décidé de mettre un plan d'action qu'on a appelé plan d'action compétences de la filière nucléaire, qui a été remis au gouvernement, c'était en 2023. Donc le premier travail, c'est bien évidemment de travailler sur l'attractivité de la filière. Alors nucléaire, mais on pourrait dire encore une fois un peu plus large aussi de la filière industrielle, parce que on n'a pas réellement une appétence d'aller vers une filière industrielle qui est méconnue, je pense, avec des images encore un peu désuètes. Donc il faut faire évoluer tout cela, et donc il faut ouvrir les entreprises, il faut accueillir des jeunes, des demandeurs d'emploi pour faire découvrir ça. Donc tout un plan d'action par rapport à cela. Élargir le sourcing, et bien évidemment, la féminisation est un enjeu extrêmement important également. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que là, on mène aussi des actions par rapport à cela. Et voilà, le regard change, et on a de très belles ambassadrices qui viennent témoigner aujourd'hui. Donc c'est comme ça, je pense aussi, qu'on va réussir à attirer un peu plus de dames dans ces filières. L'orientation, donc on a évoqué, donc en fait on fait évoluer la formation initiale, et en effet, alors sur la coloration, parce que comme je l'ai dit, en fait on n'a pas besoin de revoir complètement les référentiels de formation. Je reprends mon exemple de technicien maintenance. C'est un technicien de maintenance, mais par contre ce que l'on va faire, c'est colorer. Alors colorer concrètement pour la filière nucléaire, qu'est-ce que l'on fait ? On fait en fait des modules de e-learning que l'on intègre dans la formation initiale, ou voire même continue. Et puis on va permettre donc à des jeunes ou à des demandeurs d'emploi de découvrir en fait comment fonctionne une centrale nucléaire. Et puis on va aller jusque toute la chaîne, jusqu'au démantèlement, la gestion des déchets, etc. On va vraiment expliquer toute cette filière. Ça c'est la première brique que nous avons réalisée. La deuxième brique, c'est de travailler avec les enseignants, de travailler avec des industriels, de travailler sur les travaux pratiques
durant la formation, c'est-à-dire qu'on va travailler vraiment sur des maquettes, etc., que ces personnes auront l'occasion de redécouvrir après dans le milieu industriel. Donc on est vraiment en lien, relation étroite entre domaine de formation et puis entreprise. Et puis un des objectifs, c'est bien sûr permettre donc d'avoir un stage, un contrat d'apprentissage, et donc d'accompagner toutes ces personnes, de découvrir l'environnement. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait le passeport nucléaire, que l'on va remettre à la fin de leur formation. Et l'avantage, en fait, c'est on travaille avec l'éducation nationale, et dans Parcoursup, on va pouvoir donc identifier que la personne a donc réalisé le passeport nucléaire. Donc c'est un plus pour se mettre en avant et puis valoriser cette expérience. Donc voilà, ça c'est le module passeport nucléaire. Côté enseignement supérieur, on le fait également. Là, ce sont plutôt des intervenants de toute la filière qui interviennent dans les cours. Donc on a noué des partenariats avec différents lycées. On travaille également avec le pôle formation de l'UMM également. Donc voilà, on est vraiment ouvert à tous les acteurs de la formation. Ça, c'est vraiment la première action, coloration. Deuxième action également que nous avons menée dans le cadre de ce plan d'action, c'est les bourses d'étudiants. On a aujourd'hui 43 bourses d'étudiants que l'on va donc attribuer à des jeunes lauréats. Donc 43, ça c'est pour le territoire des Hauts-de-France. On en a aujourd'hui 350 au niveau national. Et là, pareil, sur des critères de motivation. Et puis, ces jeunes, au-delà de l'aspect financier, qui n'est pas négligeable, parce que ces jeunes vont percevoir quand même 400 € durant 9 mois, et en fait, on va les accompagner avec un parrain d'entreprise pour les aider aussi à l'orientation, à découvrir. Donc, on est sur un dispositif beaucoup plus court, qu'on n'est pas sur du tutorat. On est sur vraiment accompagner le jeune, contact avec le parrain qui va permettre d'aller visiter. Et pareil, si on peut aller plus loin, avoir une offre de stage, etc. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point fort, ces bourses d'études. Et puis après, également, le dernier enjeu, et ça, je vous conseille d'aller vraiment le voir pour avoir toutes ces informations, c'est le site Mon Avenir dans le nucléaire, où on permet donc d'avoir, et ça en termes d'orientation, les personnes peuvent aller donc découvrir l'ensemble des métiers de la filière nucléaire, avec des témoignages, des vidéos, les formations également qui sont associées pour pouvoir s'orienter sur tel ou tel métier. Et puis on a des offres de stage, on a des offres de formation et des offres d'emploi. Et très prochainement sur ce site, on aura également donc une CVTech, je pense d'ici le premier trimestre 2025, ce qui permettra aussi donc à des personnes de déposer leur CV. Donc voilà concrètement une déclinaison de toutes ces actions sur le territoire. Il y a de quoi faire. Mais bon, c'est à la hauteur aussi des enjeux que vous avez pour recruter dans la filière. Il y a un point aussi que je voulais voir avec vous, qu'on avait abordé en échangeant en amont de la conférence. Là, on a beaucoup parlé de l'adaptation, la coloration des diplômes et donc l'adaptation du monde de la formation professionnelle. On a aussi dit qu'on avait besoin d'ouvrir un peu les chakras, d'aller recruter des femmes, travailler sur les reconversions. Comment les entreprises aussi, elles se positionnent face à des profils peut-être plus atypiques? Est-ce qu'elles-mêmes sont plus ouvertes dans leur recrutement? Alors c'est un travail qu'on doit encore approfondir. Mais on commence et on a une belle expérience là que je viens souvent témoigner. C'est il y a 3 ans, on avait au niveau d'un programme de formation, justement, on avait des personnes qui me disaient « mais moi j'ouvre des formations et en fait elles ne se remplissent pas ». Et à côté de ça, j'avais des entreprises qui me disaient « mais moi je cherche des soudeurs, des tuyauteur et je n'en trouve pas ». Je lui dis « il y a quand même un problème là ». Donc on a réuni toutes ces personnes autour de la table et on a adapté le référentiel formation aux besoins des entreprises. Donc ils ont joué le jeu, on a travaillé, et là je parle aussi d'un travail collectif. On a travaillé avec France Travail, et France Travail nous a sourcé donc des demandeurs d'emploi. Et au lieu de travailler avec les CV, on a travaillé avec la méthode de recrutement par simulation. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui connu, mais je suis prêt à approfondir en dehors de la conférence si vous le souhaitez. Donc on a travaillé... alors c'est vrai que les entreprises au début, elles n'étaient pas habituées. Elles se sont dit, mais moi j'ai l'habitude de regarder le CV, et là vous me dites... je dois recevoir des personnes dont je n'ai pas eu l'occasion de voir les CV. Mais ils ont été validés par cette méthode.
Donc voilà, il y a eu job dating et puis ça a fonctionné. Et la formation a porté ses fruits puisque les entreprises ont demandé de réitérer l'année suivante. Et là où on a monté une opération un peu spécifique, c'est qu'on a aussi réuni des dames demandeuses d'emploi. Et puis ça, là aussi, ça a marché. Deuxième promo, et avec donc 2 dames qui ont intégré une entreprise soudeuse. Et croyez-moi, elles n'avaient pas du tout le profil au départ pour être soudeuses. J'ai en tête une qui travaillait dans la mode au départ, vous voyez, donc reconversion. Donc voilà, et puis on a une 3e promo qui est en cours actuellement. Donc voilà, c'est des petites promos hein, de 10, mais voilà, moi je dis toujours, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Hein, voilà. Merci beaucoup. Donc on voit qu'on innove dans la formation, mais aussi dans la manière dont on attire les publics et dont on oriente. Côté Dunkerque, comment vous mettez en œuvre votre plan d'action autour justement de vos 6 filières? Comment ça se constitue? Alors c'est décidé, donc comme le disait mon collègue Grégory en préambule, c'est un appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir qui a été lancé par l'Agence nationale de la recherche pour lequel on a été lauréat. Et l'originalité, le côté inédit, c'est que ce projet fonctionne autour d'un consortium de 3 mondes très complémentaires. Donc, comme je le disais également, le monde institutionnel, les instances territoriales de la CUD, de la CCI Hauts-de-France et du JPERA Énergie. Des industriels, donc autour de notre table, on a Total Énergie, Vercor et ArcelorMittal. Et le monde académique, donc l'ULCO en chef de file de ce projet, et ses 2 universités partenaires, Picardie-Jules Verne et de l'Artois. Donc tous ensemble, on doit répondre et constituer un plan d'action qui est réparti en 4 axes de travail. Le premier concerne le développement et la mise en réseau de chantiers-écoles. Alors un chantier-école, c'est quoi? C'est un plateau d'apprentissage taille réelle. Donc ça peut être des équipements à taille réelle de gestion de l'énergie, ça peut être un banc de récupération de chaleur fatale, un banc photovoltaïque. C'est aussi un digital lab chez Arcelor pour les process de digitalisation, d'intelligence artificielle, d'immersivité. Donc c'est tout ça qu'on développe tous ensemble et qu'on met en réseau à disposition des apprenants des uns des autres sur le territoire. L'axe 2, c'est le déploiement dans notre offre de formation initiale des modules de transition écologique pour un développement soutenable. Donc ça, c'est initié par le ministère et donc recommandé en termes de contenu sur des éléments de biodiversité, sur le changement climatique. Et donc ça, c'est pour massifier la connaissance dès la formation initiale sur ces thématiques-là. Et que dans les futurs métiers, que ce soit en droit, en langue, dans le milieu industriel, on puisse avoir un socle commun de connaissances et de compétences là-dessus. L'axe 3, c'est un catalogue de micro-formations, micro-certifications à destination d'apprenants salariés, mais aussi des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi, qui vont avoir besoin d'aller chercher ces formations-là pour justement évoluer au fil de leur carrière ou faire évoluer les métiers au sein de leur entreprise. Et l'axe 4, c'est de la formation de formateurs, puisque avant même d'aller former des salariés, il faut aussi qu'on accompagne les formateurs industriels, mais c'est aussi les élus territoriaux, c'est aussi des formateurs dans le monde du secondaire. On travaille beaucoup avec le rectorat aussi sur le déploiement de compétences en transition écologique auprès des enseignants en collège, en lycée, auprès des inspecteurs académiques, pour que voilà, tout cela puisse faire sens et cohérence dans les différents niveaux de formation au fil de la carrière. Peut-être quelques précisions aussi. Donc, c'est un projet qui est financé sur 5 années, qui est chiffré à 16 millions d'euros. On récupère une partie de subvention de l'Agence nationale de la recherche et tous les membres du consortium ont aussi investi dans ce projet pour déployer toute cette offre de formation. On est sur des niveaux de Bac-3 à Bac+8 et en termes d'objectif final, on est sur 3700 heures de formation à créer sur les 5 années. Là encore, des objectifs ambitieux. Est-ce que vous pouvez peut-être, sur la partie plutôt des compétences techniques, nous donner un exemple un peu concret d'adaptation, d'évolution de vos diplômes ?
Oui, alors on va prendre l'exemple d'un diplôme qui existe depuis plusieurs années au sein de l'université, qui est la licence pro chimie industrielle, qui se positionne sur les métiers un peu transversaux, liés à l'industrie et dans le domaine chimie, comme son nom l'indique. Cette licence professionnelle a vocation à l'insertion professionnelle, c'est avant tout former pour derrière obtenir l'emploi, et on est sur une forte propension à l'alternance justement sur ce type de diplôme. Aujourd'hui, la volonté du responsable formation, c'était justement de colorer assez vite en chimie verte cette licence professionnelle, répondre aux enjeux qui étaient pour certaines industries actuelles et pour les autres industries un peu plus éloignées dans le temps, mais répondre à ces enjeux-là et former des étudiants qui aient cette culture aussi, on va dire, de la chimie verte et des transitions écologiques de manière générale, pour justement une meilleure employabilité, ou dans tous les cas pour être des ambassadeurs et des vecteurs de développement d'une conscience, on va dire, en transition écologique dans leurs entreprises, dans les services. Et on a des entreprises qui jouent le jeu dans ce sens-là, c'est-à-dire qui viennent injecter aussi ce type de compétences transversales, on va dire, pour pouvoir accompagner aussi leurs équipes sur les transitions écologiques et sur la décarbonation industrielle de manière générale. Donc ce travail, il a aussi mobilisé un travail des enseignants qui se sont formés, qui ont fait évoluer aussi leurs pratiques pour pouvoir justement répondre à ces enjeux. Donc on est bien entendu là dans une démarche très attachée au diplôme, plutôt sur un public, on va dire formation initiale qui vient se former, mais Marie parlait du catalogue de formation, de micro-formation et de micro-certification. L'enjeu pour nous, il est aussi là, c'est-à-dire que le dispositif de formation, le format de la formation évolue. On est de plus en plus dans des volontés d'être aussi sur du temps court quand on est sur de la formation. Et donc la micro-formation, pour nous, elle est très pertinente. Ce sont des actions de formation de 30 à 70 heures qui ont vocation à valoriser et à valider finalement une compétence. Voilà, une ou plusieurs compétences, mais généralement une compétence. Et on revient sur cette logique de coloration, on vient chercher une compétence en particulier qu'on pourrait certifier pour pouvoir justement répondre à l'évolution de son métier et de son emploi. Et donc favoriser aussi ce maintien-là. Donc on est très attaché à vouloir développer ce catalogue de micro-formations qui viendra encore une fois répondre parmi tous les axes qui ont été présentés et répondre vraiment à cet enjeu côté plutôt formation professionnelle du projet et répondre en ce sens-là. Donc voilà, globalement, on s'attache vraiment encore une fois à faire évoluer les diplômes et faire évoluer les contenus de formation. Et je pense qu'il y a un maître mot aussi, et je pense qu'on l'a tous souligné à un moment donné, c'est comment collectivement on peut faire évoluer ça. Donc on n'est pas du tout sur un projet et que sur des micro-formations de l'université, on est sur les micro-formations aussi qui sont aussi réalisées et co-développées avec différents acteurs comme l'AFPA, comme Total Energy. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire les choses chacun de son côté. Il y a une volonté de mutualiser. Et quand je parlais tout à l'heure de la licence pro-chimie industrielle, cette évolution-là, elle est aussi soutenue par la région. Donc on a besoin aussi des acteurs pour trouver de l'écho finalement à ces logiques de développement et d'attractivité aussi de nos territoires, parce que pour nous, l'enjeu, il est aussi là. Si on a des étudiants qui viennent d'autres régions, et comment on rend aussi nos formations très attractives pour conserver ces talents-là qui viendront aussi renforcer les entreprises du territoire. Merci beaucoup pour ces éléments qui synthétisent, je trouve bien, les enjeux. J'ai justement une dernière question un peu collective. S'il fallait retenir qu'une seule chose selon vous, soit en termes de conditions de réussite ou de points de vigilance à avoir pour la réussite collective de ces projets, de ces actions, ce serait quoi ? Je vais commencer. Donc, l'amélioration continue. Comment on fait évoluer au fil de l'eau aussi nos formations. Ça, je pense que c'est très important d'avoir cette forme d'observatoire finalement sur cette évolution-là et se dire qu'aujourd'hui, une formation, elle va répondre à un besoin
à un moment donné, mais il va falloir qu'on la fasse évoluer assez rapidement. Dans cette logique, c'est se dire qu'aujourd'hui, notamment autour de la décarbonation industrielle, il y a forcément des compétences qu'on n'a pas encore identifiées aujourd'hui et qui vont être très importantes, stratégiques parfois demain. Et donc il va falloir bien entendu répondre à cet enjeu-là. Donc c'est assurer cette amélioration continue, si on peut parler, de nos formations, et puis favoriser le lien justement entre tous les acteurs. Typiquement sur le projet C'est décidé, ce que disait Marie sur le monde académique, le monde industriel et le monde institutionnel, c'est conserver cette dynamique et ces temps d'échange collectifs qui vont nourrir justement et d'avoir les visions de tous les acteurs qui sont, on va dire, les mains dans le cambouis, et aussi les acteurs qui ont une vision plus stratégique parfois, toutes les industries, qu'elles soient les TPE, les PME et les grands groupes. Donc ça, je pense que c'est important aussi d'avoir ce tour de table élargi pour pouvoir justement éviter tous les écueils possibles. Peut-être pour le financeur que je suis, prioriser. On sait bien qu'on est aussi face à des défis extrêmement importants en termes de nombre de personnes à reconvertir, former, accompagner. Et donc, ça veut dire travailler ensemble entre financeurs sur ces enjeux de transition écologique, transition démographique et transition digitale, pour pouvoir mobiliser les moyens à la hauteur des enjeux autour des publics en reconversion. Nous, on vient de signer avec l'État un financement FSE+, sur des financements européens au titre de la priorité 3, qui permet de donner des moyens supplémentaires aux salariés de cette région en reconversion. On espère aussi beaucoup à travers le CPRDFOP, et on fait appel à la région pour pouvoir aussi améliorer, renforcer les moyens qui sont faits pour ces publics des salariés en reconversion pour la région. Et puis enfin, c'est prioriser, puisque pour nous, pour les paritaires qui décident des dossiers de prise en charge, à partir de 2025, les points de priorité sur les dossiers, c'est-à-dire que l'ordre de présentation et de soumission des dossiers au financement, seront exclusivement priorisés sur des critères de transition écologique, démographique et digitale. Alors j'inclus évidemment l'écomobilité dans les transitions écologiques, mais désormais la liste des métiers et des projets qui seront en haut de la liste pour accéder au financement de transition pro sont exclusivement dédiés autour des métiers en transition écologique, démographique et digitaux. Merci. Moi, je dirais un petit point de vigilance, c'est l'accompagnement, la nécessité d'accompagner les entreprises, et en particulier sur le recrutement. On a pu, comme par le passé, la possibilité d'aller frapper à l'école en disant ben voilà, moi je veux recruter autant de personnes et je veux les meilleurs, etc. Il va falloir aussi ouvrir un peu les chakras, accepter déjà, on a parlé d'afféminisation, d'accepter donc des dames dans les filières industrielles. D'accepter aussi que les personnes n'auront pas peut-être le profil que l'on souhaite. Et il va falloir les accompagner parce que, mais là vous le savez tous, la baisse démographique fait que il va falloir justement accepter des profils différents. Donc ça c'est un petit point de vigilance que j'aurai. Et le reste, on l'a évoqué, c'est le travail collectif qui nous permettra de réussir au regard des enjeux du territoire. Merci, effectivement, je pense que vous êtes quand même bien d'accord sur l'horizon et la manière d'y aller. Merci à tous et à toutes. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.